Eh Bonjour bien, nous allons Léa. commencer. Allez, l'heure c'est l'heure. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de venir à ce webinaire, le webinaire de février de NOAA. Donc ravi de vous accueillir sur un webinaire qui est consacré à deux initiatives majeures qui éclairent et accompagnent la transformation en cours dans le monde de la formation. Évidemment, on va vous parler d'IA, c'est quand même le grand sujet du moment. AENOA, c'est un sujet qui nous mobilise depuis plusieurs années, même avant l'émergence des IA génératives. Et donc, on est tout à fait dans notre rôle d'aider les acteurs de la formation à anticiper, comprendre et maîtriser les usages de l'intelligence artificielle. On le voit régulièrement, l'IA générative bouscule nos pratiques et impacte la chaîne des métiers de la formation, aussi bien sur la conception pédagogique, l'ingénierie, le tutorat, l'animation et au-delà, même au niveau de tous les process métiers. Et ce bouleversement technologique pose aussi des questions aux acteurs de la formation, à vous tous. Comment on peut intégrer l'IA sans perdre le sens pédagogique? Comment outiller nos équipes? Comment garantir aussi une posture éthique? Et comment gouverner cette transformation? C'est précisément du coup pour répondre à ces questions que nous avons invité deux de nos adhérents pour présenter des projets très structurants. Toucania, qui est un observatoire indépendant pour guider les professionnels, donner des repères et notamment des cas d'usage, et ACOFI, une recherche-action nationale pour modéliser les bonnes pratiques d'intégration de l'IA et dont on va vous présenter les résultats. Juste avant de leur donner la parole, je voudrais vous informer que nous aurons le plaisir aussi d'approfondir ce sujet, cette thématique de l'IA, lors d'une journée d'ENOA, une journée professionnelle que nous organisons le 11 juin 2026 à Paris, sur le thème de l'IA au service de la qualité de la formation. Donc, nous vous invitons à y participer. On peut déjà s'y préinscrire. Et pour ceux qui sont intéressés et qui le souhaitent, vous pouvez également nous proposer des études de cas réelles déjà opérationnelles qui permettent de partager des retours d'expérience assez concrets, mettant en avant des résultats observables, les apports de l'IA, les limites rencontrées, conditions de réussite dans le cadre de comment l'IA, quelle est la valeur de l'IA au service de la qualité. Donc, je vous mettrai dans le chat le lien pour prendre connaissance de cette journée. Et tout de suite, je vais donner la parole à Catherine Mougin, qui est fondatrice du cabinet de conseil 3E Innovation, membre des NOAA, qui siège au comité des experts et qui va nous présenter Toucania. Ensuite, nous donnerons la parole à Raphaël Grassel, qui est fondateur de Trendy et qui est aussi, comme Catherine, membre de NOAA et membre du comité des experts et qui nous parlera du projet ACOFI auquel nous sommes partenaires. Tout de suite, je donne la parole à Catherine et juste un petit mot, effectivement, on nous le demande souvent, vous aurez accès au diaporama et au replay dans la journée, on vous enverra tout ça et vous pouvez tout de suite déjà poster toutes vos questions dans le chat. On s'y consacrera un petit moment à la fin des deux présentations pour vous répondre. Catherine. Merci Aurélia. Bonjour à toutes et à tous. Je te laisse passer les slides du coup parce qu'on n'a pas. Ouais. C'est à toi de faire la. Tu vas gérer le temps même pour. Hop. Super, ça c'est nous. Les inséparables pour ceux qui nous connaissent bien. Je crois que maintenant tout le monde est au clair là-dessus. Et pour ma part, donc la présentation Aurélia, tu l'as très bien faite. Donc je suis aussi collègue de Raphaël en tant que chercheur associé à Paris-Nanterre. Et là, je vais vous présenter Toucania. Donc c'est un projet qui a mis du temps à arriver puisque ça fait 2 3 ans maintenant que je l'avais en tête. L'idée pour moi au tout début, c'était de se dire comment on peut allier, j'ai envie de dire, qualité de l'IA et pratique de l'IA pour les professionnels. Sachant que derrière, j'avais quand même en tête d'avoir quelque chose assez scientifique qui mettait en valeur à la fois les acteurs de la formation, formateurs, concepteurs, ingénieurs, direction, et les apprenants. Donc là, dans tout cas, dans ce que je vais vous montrer, c'est un petit bout, parce que tout n'est pas fini, tout n'est pas encore en ligne. Mais l'idée, c'est de comprendre la mécanique et puis un petit peu la philosophie qu'on a voulu faire derrière ça.
Sur cette troisième phase, on va dire, il y a une partie aussi scientifique, puisque l'objectif pour moi, c'est aussi que la partie recherche, hein, les équipes de recherche puissent utiliser Tookania pour faire des projets de recherche, hein, tout simplement, d'avoir un peu de terrain. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec mon équipe, alors c'est l'idée, mais c'est toute l'équipe derrière qui a développé, hein. On a développé, c'est que du sur-mesure, hein. Vous ne pourrez pas le retrouver comme ça en ligne un peu par hasard sur un WordPress. L'idée, c'est d'avoir une cartographie sur la maturité. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené et qui va être, voilà, qui évolue dans le temps sur la maturité individuelle des pratiques pédagogiques liées à l'IA, mais aussi la maturité du collectif, parce qu'on s'est rendu compte assez facilement avec Raphaël, puis en discutant avec des clients ou voilà, des collègues, qu'il y avait un décalage parfois entre ce que pensait la direction sur l'usage de l'IA et ce qui était réellement mis en place dans les usages, dans les pratiques professionnelles, voilà, dans les collectifs sur le terrain. Donc ça, c'est une première partie que vous voyez à droite de l'écran. Donc, quand vous accédez à Tookania, en bas, vous avez ce test de maturité-là. Donc, c'est la première étape, j'ai envie de dire, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation sur le test. On peut aller directement sur d'autres types, un référencement d'outils. Donc là, sur ce référencement d'outils, l'objectif était d'avoir une présentation assez succincte de l'outil, comme on peut avoir partout sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. Mais l'idée pour moi, c'était surtout de faire un TripAdvisor, on va dire, de ces outils, puisque c'est pas à moi, Catherine Moujon, de définir si l'outil il est bien ou pas bien, mais plutôt au collectif. Donc pour ça, l'objectif pour moi, c'était vraiment de travailler sur le fait que chaque outil pouvait être commenté, liké. Voilà, vous avez des petits pouces à chaque fois, hein, sur chaque outil, où vous pouvez mettre un like ou un like en haut, un like en bas, on va dire, et puis un pouce en haut, un pouce en bas, pardon, et puis donner un peu votre commentaire par rapport à l'usage que vous en avez eu. Alors, l'idée, c'est pas de faire promo des outils ou de les gommer, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est de se dire finalement, dans toute la pléiade qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui peut être utile pour moi dans mes fonctions de concepteur, dans mes fonctions de formateur, dans ma fonction de direction. Enfin, c'est vraiment l'idée d'avoir un collectif qui puisse un peu donner son avis sur ces outils-là. Et dans un troisième temps, donc qui est en parallèle, qui est en fait, c'est la face, on va dire l'autre face de la carte, c'est les cas d'usage. Parce qu'en fonction des cas d'usage, on aura des retours plus ou moins positifs sur les outils, parce que en fait, l'outil, il est bien en fonction de l'usage qu'on en a. Donc à chaque fois, si on adapte son usage au bon outil, ça ira. Si ce n'est pas le bon outil par rapport à son usage, ça n'ira pas. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur des cas d'usage. Et pour ça, pour éviter d'avoir un melting pot aussi de cas d'usage, on a créé un template, en fait, hein. Vous avez la possibilité de créer un compte. Vous avez un template structuré que je mets sur la slide d'après. Aurélia, je te laisse passer à la slide d'après pour voir un petit peu la tête du template. Et en fait, sur ce template-là, vous pouvez mettre justement vos usages, vos outils, un contexte, votre besoin et comment vous allez déployer avec une petite évaluation derrière. C'est quelque chose d'assez simple parce que l'objectif, c'est pas non plus d'en avoir des tartines de texte, mais c'est de se dire que finalement, moi, utilisateur de l'IA en tant que formateur, je vais pouvoir aller voir des cas d'usage de collègues qui ont le même métier que moi, voilà, qui ont le même usage que moi, et aller m'approprier des usages et puis des façons de faire avec des outils spécifiques ou pas. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire que collectivement, si chacun arrive à mettre des usages, eh ben, on aura une force, on va dire, sur des cas d'usage possibles et chacun pourra les récupérer comme il le souhaite. Et ça permet de monter un petit peu en compétence aussi sur l'usage de l'IA dans les organismes de formation, dans les universités d'entreprise. Voilà, pour moi, c'était vraiment le cœur de Tookania. Par rapport à ça, quand même, moi, ce que j'ai voulu faire, on l'a fait dans le cadre de Capilla aussi, je crois, d'Acofaï l'année dernière, c'est qu'on a catégorisé les usages. Parce que pour moi, alors là, en tant que chercheur et ingénieur en pédagogie, je me suis dit, bah, finalement, ces usages-là, il faut les catégoriser. Parce qu'en fonction de l'usage qu'on a, pareil, on n'est pas sur la même dimension. Donc, vous verrez, sur les différents outils ou les cas d'usage, vous avez une catégorisation qui vaut ce qu'elle vaut. Et j'invite tous les chercheurs à réfléchir à cette question-là avec moi, bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'on a réfléchi avec Raphaël, mais qui mériterait d'être davantage connu. Alors, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je présente à des chercheurs, ils trouvent ça génial. Donc, bon, normalement, c'est plutôt positif, mais l'idée, c'est peut-être aussi de faire évoluer tout ça. Et en parallèle, donc, Tookania, vous allez retrouver des choses un peu plus
un peu plus conceptuel, j'ai envie de dire, ou un peu plus de contenu pour comprendre comment ça se passe. Parce que l'IA, bah, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, on le voit partout, mais finalement, il est important aussi pour moi, c'était de se dire, bah, finalement, l'IA, c'est pas OpenAI qui l'a inventé, que ça vient de bien plus longtemps. Donc, raconter un petit peu l'histoire, comprendre les modèles de façon très simple, parce que tout le monde n'est pas expert dans, voilà, et pas mettre des termes à foison qui permettent à personne de comprendre. Donc, d'avoir une explication très simple des modèles, un glossaire, parce qu'il y a tellement de vocabulaire qu'on s'y perd tous. Donc, je l'ai fait comme moi, en tant que débutante, ce que j'aurais aimé avoir, hein. C'est vraiment cette idée-là, en tout cas. On a travaillé sur des concepts pédagogiques avec Raphaël. Tout ça, c'est en lien. Voilà. Vous allez retrouver ça à la fois sur Acofai et puis sur Tucania, parce que tout ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble depuis 2, 3 ans maintenant. Et puis, et là, je le rends à César, ce qui appartient à César. C'est pour ça qu'il y a la petite tête de Raphaël. Vous avez aussi accès à la fresque des IA, sur laquelle on anime aussi avec Raphaël et toute une communauté et Capilla. Et l'idée, là, c'est aussi de créer une communauté de personnes qui pourraient vous accompagner, qui pourraient accompagner n'importe quel collectif dans l'usage de l'IA à travers ce Capilla qui va vous être présenté, la fresque des IA. Voilà. Et d'autres ateliers qui arrivent, puisque l'idée pour moi, c'est de créer un peu des petits ateliers liés à Tucania. Et ça sera le mois prochain, début avril. Voilà, début avril, parce qu'il y a un petit test à une journée importante à Bordeaux. Et ça, on vous en reparlera un peu plus tard. Et enfin, dernière petite étape, c'est les ressources scientifiques, parce que c'est important aussi de savoir ce qui se faisait et quelles étaient les recherches qui étaient effectuées en ce moment sur l'IA, en sachant qu'il y a toujours un petit décalage temporel dans les recherches, mais l'idée, c'était aussi d'alimenter avec des ressources scientifiques pour que chacun s'y retrouve. Voilà, donc c'est quelque chose à la fois pratico-pratique, mais aussi avec un regard scientifique de l'usage de l'IA en formation dans les pratiques et l'évaluation. Voilà en gros ce que je peux dire de Tucania. Voilà. Et bah, du coup, Tocaya, moi, je le veux le plus collectif possible. Donc, moi, j'ai toute mon équipe, je leur dis, allez, mettez-y, faites plein de choses dedans. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment que tout le monde s'empare Toucania. Donc, ça ne doit pas être Toucania Catherine ou Trois Innovations, loin de là. C'est Toucania tout le monde. Et l'idée, c'est que ce soit un lieu de référence de l'IA en formation, une base de données de cas d'usage et d'outils qui pourront permettre aussi d'alimenter les recherches scientifiques et une évaluation collective des IA, parce que grâce au cas d'usage et à entre guillemets, le TripAdvisor des outils, l'idée c'est aussi d'évaluer un petit peu ce qu'on fait et de voir s'il y a vraiment un impact positif ou pas de tout ça et créer une communauté d'experts parce que petit à petit les gens me contactent et me disent bah, nous on aimerait bien être référencés. Ça, on en était quand on a été un gros, j'avais pas imaginé ça, mais tout le monde est venu en me disant j'aimerais bien être référencé et puis après d'aller chercher des gens qui veulent accompagner, voilà, des vrais experts IA et qu'on ait une qualité dans dans l'accompagnement, dans les cas d'usage, dans les outils. On arrive à avoir du qualitatif dans tout ça. Donc, un appel à vous. Je vous invite à voter, commenter, partager tout ce que vous avez, puis diffuser autour de vos toucaniens pour qu'il grandisse ce petit toucan et que la jungle soit de moins en moins une jungle, mais plutôt une belle autoroute et voilà, qu'on s'en sorte tous. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire sur Toucania. Et puis, il y aura une suite, hein, vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées en plus. Et j'ai trop fait prendre le relais. Si la conclusion de dire on veut passer de la jungle à l'autoroute, c'est vraiment souhaitable d'un point de vue Non, écologique, je ne dis c'était pas. peut-être pas le meilleur atterrissage, mais c'était une métaphore, d'accord? Le projet est bien en lui-même. Donc bah merci Catherine de me passer la main. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Raphaël Grasset, donc je suis à la base chercheur en sciences cognitives. Ça fait une quinzaine d'années que j'étudie comment les gens apprennent et comment les aider à mieux apprendre. Et j'ai fondé Trendy, donc il y a 5 ans, qui est un studio d'innovation pédagogique dans lequel je fais le lien entre ce que dit la recherche et ce que ne font pas les gens sur le terrain. Voilà, donc pour apporter un petit peu de théorie, de méthode, de pratique scientifiquement validée. À côté de ça, moi, ça fait une vingtaine d'années que je code et j'ai développé mes premières IA en 2010-2011, donc j'ai cette double compétence à la fois technique et pédagogique. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à travailler sur la question de l'IA déjà il y a plusieurs années pour la pédagogie. Et donc l'année dernière, merci pour le passage de slide Aurélia, je me permettrai de dire next à chaque fois. Euh,
l'année dernière, j'ai mis autour de la table plusieurs acteurs, et puis avec le soutien de l'ANACT, on a mené une recherche-action. Alors, Acofy, c'était le nom de projet interne, et puis finalement, ça s'appelle Capia au final. Donc, pendant 10 mois, on a travaillé avec 20-25 participants, des partenaires. On a fait des réunions de travail entre experts. On a fait une journée d'écriture collaborative. Donc, ça a vraiment été écrit par des humains, ce livre blanc final. On a même des preuves vidéo. On était là pour l'écrire. Ça n'a pas été écrit par des IA. Catherine a fait une grosse revue de littérature aussi dedans. On a fait une quarantaine d'entretiens avec des acteurs qui ont mis en place des choses avec l'IA pour savoir un peu ce qui s'était bien passé, ce qu'on pouvait améliorer. Donc voilà, c'était un gros travail. Et puis vous avez un beau bébé d'une centaine de pages qui est sorti, Capia, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Trendy sans même mettre votre mail. Donc on ne traque pas vos données, vous pouvez le télécharger, ça vous aidera pour savoir un petit peu ce qu'il en est de manière très concrète. Et là, je vais vous faire un aperçu de ce qu'on a fait dedans. Donc en deux parties. Une première partie autour de où on en est de la culturation à l'IA. Donc ça, c'est une recherche qu'on a faite au premier semestre 2025, hein, donc ça date un peu déjà, mais ça semble encore d'actualité, même si on est en février, c'est encore un peu d'actualité. Et une deuxième partie qu'on verra sur justement des recommandations de méthodologie d'acculturation. Alors, au niveau de où on en est aujourd'hui des acteurs, donc là, en fait, on a fait des analyses de nos entretiens, des 43 entretiens qu'on a fait, et on a pu repérer trois dynamiques en jeu. La première, c'est une dynamique institutionnelle, donc c'est vraiment l'idée que c'est les organisations qui s'emparent de la pratique de l'IA, hein. On voit bien on a mis des années pour faire passer les OF à la digitalisation. Et là, aujourd'hui, très rapidement, beaucoup d'OF et de CFA se sont emparés de ces sujets-là. On verra la slide sur la slide d'après, juste après. Euh, Globalement, il y a 10% des organisations où il ne se passe rien. Et après, les 90% restants, c'est à moitié par des individus qui prennent des initiatives et à moitié par les directions qui instaurent une dynamique. Donc 45% des organismes de formation qui instaurent une dynamique autour de l'IA en moins de 2 ans, alors qu'il y en a, ils ont mis plus de 15 ans à passer à la digitalisation, on voit qu'il y a quand même une dynamique. Il y a aussi une dynamique réflexive de finalement, ok, c'est chouette l'IA, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, on n'a toujours pas forcément de réponse pratique avec des incertitudes sur l'impact réel que ça peut avoir. Voilà. Et puis il y a une dynamique plutôt pragmatique des gens qui testent, donc qui ont plutôt testé du côté soit des apprenants, soit des fonctions support, des formateurs, et donc qui essayent de mettre des choses en place. Donc c'est un peu pour se repérer déjà. Là j'ai 3 slides pour vous aider à vous repérer de où vous en êtes vous dans votre structure. Voilà. Alors, à suite. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, il y a quand même des organisations qui ne s'en occupent pas. Et là, je vous explique juste le petit graphique qu'on a mis en place. En fait, on a questionné 28 usages. En fait, c'est les usages qu'on avait aussi développés pour justement développer Tucania que Catherine vous a présenté. Et on a demandé à plusieurs centaines de personnes quels usages ils avaient de l'IA sur ces 28. Et là, c'est la représentation d'une réduction factorielle de ces 28 usages. Alors, qu'est-ce que ce gros mot? En fait, c'est juste qu'on a réduit sur 2 axes en 2D en fait l'usage que les uns en avaient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'axe horizontal. C'est-à-dire qu'on voit qu'à gauche, il y a plein de petits points qui sont tous agglomérés les uns avec les autres. C'est ceux qui ont un ou deux usages. Et à droite, c'est ceux qui vont vraiment avoir tous les usages en place. Donc 28 usages qu'on a mesurés. Donc vous voyez bien qu'il y en a peu quand même. Et on voit quand même que il y a beaucoup de personnes, il y a plus de 50% de la population qui a très peu d'usages différenciés, quoi. Donc c'est aussi pour vous positionner, savoir où vous en êtes par rapport aux autres, de vous dire que tout le monde n'est pas, on en parle beaucoup, mais tout le monde n'est pas non plus dans une intégration forte de l'IA à tous les niveaux de l'organisation, quoi. Voilà. Ensuite, on s'est aussi penché sur les bénéfices attendus et les préoccupations des individus. Donc, on voit très clairement qu'en gros, l'IA, c'est du gain de temps, c'est du gain d'efficacité, hein. Et ça, on avait posé ce questionnaire en début d'année 2025, avant qu'on ait tous les décrets sur les CFA, sur les baisses de financement, PRF et compagnie. Donc, c'était déjà une question, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu renforcé de chercher de la productivité. Et on en reparlera avec un cas que je vous présenterai tout à l'heure de ce qu'on peut atteindre. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la qualité, la prise de décision ne sont pas forcément prioritaires. Donc, c'est à voir comment ça peut évoluer dans le temps. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est l'efficacité. Et ce qui peut vraiment nous questionner le plus, c'est à la fois l'impact écologique et la protection des données.
Alors ça, c'est vrai qu'il y a des risques forts avec des effets rebonds d'usage, mais on peut aussi localiser les IA. Donc ça, on rentre vraiment dans les aspects techniques, mais on peut vraiment réduire l'impact carbone qu'on peut avoir en utilisant des IA. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites ces derniers temps, mais le seul problème, c'est le risque de rebond, bien évidemment, quand une technologie devient plus accessible, de l'utiliser plus. Et la protection des données, c'est un sujet sensible et il existe aussi des solutions pour obfusquer les données en local, des choses comme ça. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la perte de sens et la perte d'emploi ne sont pas des peurs l'année dernière qui étaient fortes. J'aimerais bien suivre comment ça évolue parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles qui montrent un impact économique assez important, entre autres sur le recrutement des juniors qui aujourd'hui ont du mal à se faire valoir face aux compétences des IA. Voilà. Donc à suivre de près. Mais tout ça, ça vous donne quelques indications sur où vous en êtes par rapport aux autres. Et maintenant, donc la méthode d'acculturation collective CAPIA. Donc en fait, on est, oui, tu peux passer Aurélia, je vais passer à la slide suivante. La première, tout ce qu'on va dire par la suite, c'est vous avez décidé que vous voulez mettre de l'IA dans votre organisation. Mais avant de se faire, je vous invite à prendre un tout petit moment de pause pour vous dire est-ce que finalement j'ai besoin de mettre de l'IA dans mon organisation? Est-ce que ça va être utile? Pourquoi? À qui? Est-ce que ça va être nécessaire? Est-ce que je vais avoir les compétences pour y arriver correctement? Parce que déployer l'IA dans son organisation, c'est pas juste acheter une licence ChatGPT. Enfin, si c'est juste ça, effectivement, on peut le faire chacun de notre côté. Mais là, moi, je vous enjoins à aller plus loin, quoi, pour vraiment créer de la valeur. Et donc avec qui je vais pouvoir y aller, avec qui je vais pouvoir me faire accompagner. Mais donc vraiment, est-ce que j'en ai besoin? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que il y a un peu la hype de l'IA, et finalement, en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est de l'automatisation de processus logistiques ou autres. Ça fait 25-30 ans qu'on peut le mettre en place avec de l'informatique, et il y a des choses qui n'ont pas forcément besoin d'IA. Donc ça peut être très bien, en fait, de prendre un moment de réflexion sur où on en est dans l'optimisation de nos processus, etc. Et je vous invite à vous poser ces questions-là. Et les slides qui vont suivre, c'est on s'est dit que oui, on y allait et comment on y va. D'accord? Mais là, je reste pas beaucoup sur cette slide, mais elle est importante. La méthode CAPIA, elle est structurée en 4 phases qui ont leur ordre, et c'est important. La première, c'est la phase de la gouvernance partagée. Alors, on va revenir sur chacune des phases, hein. Là, je vous présente de manière macro. La gouvernance partagée, suivie ensuite de la formation des acteurs, et ensuite, de manière itérative, co-design d'usage et intégration technique. Et là, je fais juste un petit stop là-dessus parce que moi, j'accompagne des organisations à faire cette acculturation dans le cadre de leur pratique. Et souvent, on vient me voir et on me dit, bah ouais, mais nous, on a un abonnement Microsoft, donc on a déployé Copilot pour tout le monde et ça marche pas. Et oui, en fait, les intégrations techniques, elles arrivent à la fin. Il y a plein d'autres sujets humains de compétences, de gouvernance, de stratégie à avoir avant, en fait. Et donc, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est comme vouloir courir avant de savoir marcher, en fait. Donc, pour ça, en fait, dans la méthode, vous retrouvez, vous voyez, à évaluer sa maturité. Pour chacune des 4 sections, on a créé un petit questionnaire. Alors, vous l'avez maintenant aussi en ligne, une version un petit peu différente sur Tucania si vous voulez le faire de manière automatisée. Mais en tout cas, si vous téléchargez le livret, vous pouvez déjà vous poser ces questions-là. Et l'idée, c'est de le faire un peu en collectif pour savoir où vous pensez en être sur les différents stades et voir ce qu'il y a vraiment à travailler chez vous. Donc on va maintenant passer par ces 4 étapes, voir un petit peu ce qu'il en est. La première, c'est celle de la gouvernance partagée. Et les mots sont importants. L'idée de partage est vraiment important. L'idée qu'on vous propose, c'est de constituer une équipe projet, mais qui intègre bien évidemment la direction, mais pas que, qui va intégrer aussi les RH, le juridique, l'informatique, la DSI, si jamais vous êtes un organisme de formation suffisamment gros, mais aussi les formateurs et les fonctions support. Et je vous dis pourquoi c'est important, parce qu'un client que j'ai accompagné, qui est un client, qui est un organisme de formation historique, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent, ils ont dû mener leur premier plan de licenciement depuis 30 ans au moment où ils commençaient à déployer l'IA. Si on n'avait pas fait un groupe de gouvernance partagée et on avait juste fait un groupe de codir avec la DRH, etc., je pense que ça se serait très mal passé. Le fait d'avoir des petites mains, entre guillemets, des gens qui pouvaient aussi apporter et rapporter ce qui était dit et décidé dans ce comité était extrêmement important pour que ce ne soit pas perçu comme un remplacement du plan de licenciement. Donc, bien évidemment, en plus, ça permet d'avoir des apports de chacun sur ce qui se passe concrètement et au niveau des métiers et de ce qu'on peut vraiment en faire.
Bien évidemment, adapter la manière de faire cette gouvernance à la taille de votre organisation. Je sais que si par exemple, récemment j'étais intervenu sur le Carrefour F Occitanie, où c'est beaucoup de petits OF qui n'ont pas 200 personnes internalisées, bien évidemment, on ne va pas créer des comités de gouvernance. Ça peut être la gouvernance partagée, elle commence à la machine à café quand on partage l'information et qu'on demande les avis des uns et des autres. Donc, et ça, notre partenaire de l'ANACT avec lequel on a travaillé, ils sont très à cheval dessus, d'avoir ce dialogue social. Et c'est d'ailleurs une obligation même légale, puisqu'il y a certaines sociétés, comme la Société Générale, qui ont eu des amendes parce qu'elles avaient déployé l'IA sans dialogue social. Donc, il y a ce groupe de gouvernance, il faut le former, le constituer, mais aussi le former aux obligations légales, à l'impact environnemental, à l'impact de la, de la cybersécurité, à toutes ces choses-là pour qu'ils puissent maturer, grandir et prendre les bonnes décisions de stratégie sur l'IA. Parce que c'est pas qu'une question technique, l'IA, il y a plein d'autres questions autour, donc il faut bien faire ça. Ensuite, une fois que cette stratégie elle est décidée, il faut pouvoir la communiquer. Et là, on va voir que d'avoir des relais de communication, que ce soit par exemple des référents techniques ou des référents pédagogiques, c'est aussi très important. On peut bien évidemment mettre en place des chartes d'utilisation. Alors ça, le problème, c'est qu'on en voit passer plein, mais ça n'a aucun impact légal. Ça n'a aucune obligation légale. Donc en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on fait de la conduite du changement avec cette charte. On ne peut pas juste dire on a mis en place une charte, parce que globalement, les apprenants ne la lisent pas, c'est pas forcément appliqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit vraiment intégré? Donc toutes ces questions-là, elles sont à travailler dans un cadre de gouvernance qu'il faut mettre en place, peut-être un petit peu en amont des autres actions qu'on va mettre en place pour que justement il y ait déjà un groupe qui ait quelques réponses à apporter à toutes les questions qui se posent dans l'organisation. Je vous donne un cas, un exemple qu'on a croisé. Aurélia, si tu peux passer. Merci. L'Apradis, donc, qui est un OF assez important, hein, de 3500 apprenants avec 800 intervenants dans le cadre du médico-social et qui, eux, voulaient instaurer une gouvernance partagée, donc comme on l'a décrit. Et ce qui est intéressant, alors bien évidemment, vous pourrez lire plus en détail chaque cas que je vous présente dans le livret plan, mais ce qu'ils ont fait d'intéressant, eux, c'est entre autres, par exemple, de travailler avec d'autres établissements, de créer une gouvernance partagée, non pas au niveau de leur organisation, mais même inter-organisation, parce qu'ils ne se sont pas vus comme des concurrents, ils se sont vus vraiment comme face à un sujet d'une importance capitale où ils n'avaient pas forcément les compétences en interne, et donc de se dire on va réfléchir mieux à plusieurs. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi faire des choses de manière inter-organisationnelle. Et ils ont créé un espèce de push-pull où il y avait à la fois la valorisation des expérimentations faites par les gens de terrain et puis l'implication dans des groupes de travail plus top-down pour les volontaires pour travailler sur ça. Donc vraiment, on voit que ça se fait à la fois en push-pull à l'intérieur de l'organisation, top-down, et puis en même temps inter-organisationnel, donc c'est à la fois vertical et horizontal. Donc c'est une approche de la gouvernance et de la stratégie qui est très intéressante. Je passe vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie de finir en un quart d'heure. L'étape 2, c'est de former les acteurs. Alors déjà, c'est une obligation légale due à l'IA Act qui est rentrée en février 2025. Donc ça fait quasiment un an que toute organisation qui impose à ses salariés d'utiliser l'IA doit avoir une acculturation. Alors, ce n'est pas une formation, c'est une acculturation, mais il y a quand même une obligation légale que peu de personnes respectent aujourd'hui. La première proposition, c'est de construire une base commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, tout le monde a un vocabulaire différent. Si je parle d'IA, de modèle, de SIA, de LLM, de modèle prédictif, personne ne sait vraiment de quoi on parle. Donc d'avoir une compréhension technique minimale, on ne veut pas faire des développeurs, mais d'avoir quand même une base commune pour savoir de quoi on parle, c'est très important. Bien évidemment, de former les équipes en différenciant les fonctions. Est-ce que les formateurs ou les fonctions support ou la direction ou la DSI, on va les former aux mêmes choses? C'est pas sûr. Peut-être qu'on va tous apprendre à prompter la base, qui n'est pas très intéressante selon moi, mais qui est la porte d'entrée pour beaucoup. Mais après, derrière, comment est-ce qu'on va s'assurer de la sécurité? Comment est-ce qu'on va s'assurer de l'automatisation des processus de manière bien faite, avec des redondances, etc. Bah ça, on va peut-être former la DSI d'une manière et les fonctions support d'une autre manière.
Donc de bien voir une base commune et ensuite une spécialisation par fonction dans l'organisation. Et comme on est des organisations de formation, bah, il y a quelque chose qui est important quand même, c'est aussi le fait de former ses apprenants. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un gros sujet, par exemple, sur tout ce qui est lié à l'évaluation avec l'IA. Et il y a des sujets d'éthique, d'impact écologique. Et donc, il faut ouvrir des espaces de dialogue qui permettront de mettre en place les chartes dont on a parlé, mais aussi de s'accorder sur des règles du jeu quand on fait de la formation, en fait, et que les apprenants utilisent l'IA pour ne pas se fatiguer et aller un peu plus vite. Donc, pour ça, je vous partage une ressource qu'on a mise en place sur la slide suivante, qui est entre autres la fresque. Ah non, ouais, juste reviens sur la slide suivante et je reviens après dessus. Hop, non, la slide d'après, pardon. Hop. Voilà, la fresque des IA pédagogiques, il y en a deux formats qui existent. Il y a le format pour les formateurs et le format pour les apprenants. Et donc, ce sont des ateliers collaboratifs qui sont mis à disposition en Creative Commons pour avoir un dialogue, un espace de dialogue structuré, soit entre formateurs, soit entre un formateur et ses apprenants, de savoir quels usages ils vont avoir de l'IA dans leur pratique pédagogique. Donc ça, c'est une ressource que vous pouvez avoir. Je reviens sur la slide d'avant où il y avait Joël. Donc, qui est le cas de l'Aftral. Donc, l'Aftral, gros organisme de formation. On a mis 300 000, mais depuis, ils ont racheté encore des boîtes. Ils sont à 400 000 maintenant apprenants par an. Et eux, ils se sont vraiment interrogés il y a quasiment 2 ans et demi maintenant, donc assez précurseurs, de comment est-ce qu'on fait pour former notre équipe pédagogique à l'utilisation de l'IA de manière qualitative. Et ils se sont appuyés sur des experts externes qui les ont accompagnés. Et ce qu'ils ont fait d'intéressant, c'est qu'ils ont utilisé un cas concret où ils devaient mettre en place un centre de formation en Côte d'Ivoire, donc formation transport et logistique. Et en fait, ils ont utilisé ce cas pour vraiment monter en compétence sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour améliorer notre proposition pour ce nouveau centre pédagogique. Et donc, toute la construction du nouveau centre pédagogique s'est faite avec l'IA. Et ça leur a permis en fait de tester aussi les limites et les intérêts de l'IA. Et eux, ils ont pu observer une augmentation de productivité de 15 à 20%, ce qui est déjà beaucoup, hein. Vous imaginez ce que vous pourriez faire avec une semaine de plus, une semaine de plus par semaine, compliqué, une journée de plus par semaine. Ce serait déjà pas mal. Et donc, on recevra l'Aftral lors du prochain Café Ainoa. Et ils viendront nous faire, qui a lieu le 12 mars. Et ils viendront nous faire un peu un update sur ce cas pratique de où ils en sont dans la formation interne et comment est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'ils ont peut-être raté et ce qu'ils auraient amélioré. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce cas de l'Aftral, rejoignez-nous au café IA d'Ainoa en mars prochain. Alors ensuite, une fois qu'on a formé les équipes et aussi ces apprenants, là, on peut commencer à réfléchir à finalement, c'est quoi la valeur que je veux tirer de l'IA? Et je vous invite à avoir cette action après avoir formé les personnes, parce que si elles ne sont pas formées, elles ne peuvent pas imaginer ce qu'elles peuvent en faire, en fait. D'expérience, c'est pas possible. Donc là, ce qu'on propose, c'est vraiment d'utiliser des techniques assez communes de design thinking, etc., pour identifier les besoins et les contraintes par métier, par branche, en fonction de la manière dont vous êtes organisé, de cartographier ces processus et ces points de friction. Donc, avec le livre blanc, on a aussi mis en place, on vous a aussi mis des petites, que vous retrouverez sur le site de Trendy, des fiches de retour d'expérience, des fiches d'analyse justement des besoins, des contraintes, que vous pouvez utiliser pour chacune des projets que vous voulez mettre en place. Donc l'idée, c'est d'initier des expérimentations. Et alors ça, c'est parfois, en fonction des organisations, il faut créer une culture, parce que c'est pas forcément intégré dans l'organisation. Donc de mettre en place des petits hackathons, des ateliers de design thinking, de faire en sorte que le leadership soit incarné et qu'il montre l'exemple du droit à l'erreur, très important dans cette mise en place. Et après, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour formaliser ces expérimentations pour systématiser les pratiques tout en évaluant leur impact pour être sûr que c'est intéressant ou pas. Donc c'est là où vous retrouverez les fiches guides un peu qu'on a créées qui pourront vous aider. Donc on est vraiment dans une démarche de design, mais on a appelé ça co-design parce que l'idée c'est de le faire encore une fois
avec différents acteurs. Et quand on est un OF, un CFA, on peut aussi intégrer pour aller plus loin les entreprises dans lesquelles nos apprentis sont placés, nos prestataires de services, parce qu'on a une chaîne RSE avec des prestataires qui sont intégrés dedans. Donc voilà, c'est pas de, comme un peu l'Apradis, ne pas penser qu'avec son organisation, on peut aussi faire du co-design avec les différents partenaires qu'on a en fonction de ce qu'on veut mettre en place. J'avance. Alors, juste un petit exemple rapide avec la NFA. La NFA, donc la plateforme automobile, hein, qui est un réseau d'OF et de CFA autour de l'automobile. Et eux, ils voulaient déployer une solution d'IA pour la branche qui faisait sens pour aider leurs partenaires. Et ils sont partis un peu d'une feuille blanche sans trop savoir ce qu'ils voulaient mettre en place ou ce qui pouvait être mis en place. Ils se sont appuyés sur un fournisseur de solutions IA. Mais ils n'ont pas juste signé un chèque et dit, OK, bah, on déploie votre IA partout. En fait, ils ont mis en place des classes pilotes. Et là, c'est là où on voit l'intérêt du co-design. Et en fait, ils ont impliqué les formateurs et les apprenants dans l'amélioration de cette solution d'IA. Alors, le fournisseur, il était content parce que ça lui a fait des retours aussi terrain, hein. Mais ça a pris quasiment 1 an et demi pour avoir un outil final qui correspondait bien aux usages, aux besoins des formateurs et des apprenants. Voilà, donc ça a été tout un travail, mais hyper intéressant de voir qu'ils ont eu l'humilité, on va dire, de partir d'une page blanche en disant, nous, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on sent qu'on veut faire quelque chose et on va tester de manière incrémentale avec certains de nos CFA pilotes, quoi. Voilà. Donc intéressant de voir cette approche-là aussi. Et puis la dernière étape, donc une fois que on sait comment utiliser, une fois qu'on sait, on a fait des expérimentations pour essayer de trouver la valeur qu'on veut extraire de l'IA. Là, on peut faire des choix d'outils, des arbitrages en fait, parce que bah, les outils, ça peut vite coûter cher, hein. L'Aftral, je me rappelle, ils ont testé une licence, alors je ne sais plus laquelle c'était, si c'était Copilot ou autre, 30 € par mois par licence, on déploie 300 licences, ça fait 9 000 € par mois. Donc il n'y a pas beaucoup d'OF non plus qui peuvent se permettre ce genre d'investissement en ce moment. Donc en fait, il faut tester petit avant de pouvoir vraiment faire des déploiements concrets qui ont un impact sur les intégrations techniques, quoi. Donc arbitrer entre des modèles et des infrastructures, hein. Est-ce qu'on utilise des modèles de SaaS où on paye à la licence, ou alors est-ce qu'on développe nos propres outils en interne? Est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Est-ce qu'on internalise ou on externalise? Ou est-ce qu'on externalise dans un premier temps, puis on acquiert la compétence petit à petit avant d'internaliser? Il y a toutes ces questions-là qui se posent à ce moment-là, mais une fois qu'on a fait toute la première étape de stratégie de gouvernance, de formation et de co-design d'usage. Et ce qu'on vous recommande, c'est de découper par petits projets, d'évaluer l'impact, d'itérer. C'est pour ça qu'on vous proposait d'itérer entre le co-design d'usage et les intégrations techniques pour petit à petit trouver la valeur, être sûr de la valeur avant de faire des investissements qui ont vraiment un impact financier sur la structure. À titre d'exemple, sur la slide d'après, je vous montre ce qu'ont fait les écoles de la deuxième chance, qui je trouve est un des meilleurs exemples d'une utilisation hyper intelligente de l'IA. Souvent, quand j'accompagne des organisations, ce que je leur demande, c'est en fait, c'est quoi euh, ce que vous aimeriez bien faire depuis des années dans votre organisation, mais pour lequel vous n'avez pas les ressources. Et souvent, là, je vous pose la question, normalement, vous devriez tous avoir une petite idée en tête d'un truc que vous aimeriez bien mettre en place, mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les compétences, etc. Et souvent, l'IA peut venir faire ça. Et donc là, eux, ce qu'ils ont fait, donc l'école de la deuxième chance, c'est quand même un réseau national, hein, avec une soixantaine d'écoles, donc ils ont quelques ressources et ils ont centralisé l'ensemble. C'est qu'ils ont, donc ils accompagnent des jeunes qui sont souvent éloignés de l'emploi et qui ont parfois même des problèmes comportementaux, compétences, etc. Et donc il faut les aider à être en mesure de décrocher un emploi, de savoir s'exprimer correctement, se présenter correctement, etc. Et ils font déjà énormément d'accompagnement individualisé, mais il y a un moment, il y a une limite, 1300 collaborateurs, on ne peut pas faire 6 heures d'entretien individualisé par semaine avec ces apprenants. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont développé un chatbot qui est basé sur un modèle open source. Je crois qu'ils avaient utilisé Llama de Facebook à l'époque. Et ils ont collé la base des métiers ROM pour savoir quelles étaient les compétences attendues pour un métier, pour faire un simulateur d'entretien de recrutement
dans lequel le jeune pouvait s'entraîner. Donc le jeune disait, bah, moi cet été, je veux devenir kayakiste. Et donc le modèle savait, en se basant sur la base ROM, bah, voilà, pour être kayakiste, il faut telle et telle compétence. Toi, quelles sont les compétences que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller vers ça et valoriser ce que tu sais déjà faire, etc. Et donc les jeunes peuvent s'entraîner comme ça, directement dans l'application, H24, 7 jours sur 7, pour préparer des entretiens d'embauche. Donc là, c'est hyper aligné. Et eux, bah, je vous donne le budget, on en a discuté. Ils ont recruté ils ont bénéficié d'un PIA, hein. Ils ont recruté 2 data scientists pendant 6 mois pour préparer le modèle, etc. Et ils l'ont intégré dans leur application qu'ils avaient déjà. Et ça leur coûte aujourd'hui 2 000 € de run par mois pour avoir des cartes graphiques qui permettent d'internaliser le modèle pour quasiment 15 000 étudiants. Donc, c'est pas un investissement fou. Donc, bien sûr, on est au-delà de l'utilisation bureautique des IA en payant une licence ChatGPT et tout, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand on arrive dans ces modèles-là, que je trouve on arrive vraiment à avoir de la valeur ajoutée de l'IA pour de vrai. Donc, il y a plein d'autres usages, on pourra en discuter si ça vous intéresse, de comment est-ce qu'on... Parce que l'IA, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment de l'automatisation cognitive massive. L'IA, elle répond vraiment à cette question-là. Et là, très clairement, en fait, c'est ce qui se passe avec ce qu'a fait Alexandre. C'est vraiment lui qui a mené ce projet. C'est de l'automatisation cognitive massive. Si c'est juste pour aller plus vite, pour générer son quiz pour la fin de la session de formation, c'est pas très intéressant. Oui, ça va nous faire gagner un peu de temps, mais d'ici quelques années, ça prendra la place de notre travail. Là où ça peut être vraiment intéressant, c'est de faire de l'automatisation cognitive massive qu'il faudra bien sûr gérer, parce que bien évidemment, ce projet, il faut le gérer, etc. Mais ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça, c'est là où il y a de la valeur à aller chercher, en fait. Donc voilà pour la méthode CAPIA par rapport à ces 4 étapes. Donc je résume de gouvernance partagée, formation des acteurs, co-design d'usage et intégration technique. Vous retrouverez dans des ressources, je crois que on est sur la page d'après, vous aurez pas mal de ressources. Donc, si vous allez sur le site de Trendy, dans la partie ressources, vous pourrez prendre le livret Capilla qui fait 100 pages où il y a tout ça qui est détaillé plus en détail. Là, on essaye de faire assez court pour avoir le temps de faire quelques questions-réponses à la fin. Vous retrouverez aussi le poster Autonomia que j'ai fait qui est basé sur une revue de littérature sur comment préserver son autonomie face à l'IA. Et en ce moment, je suis en train de développer une formation liée à ça. Donc, si ça vous intéresse d'en discuter, n'hésitez pas à m'en parler parce que là, j'ai un impact énorme. Donc, si vous utilisez des modèles open source, comme par exemple ceux de Mistral, qu'on peut télécharger sur son ordinateur et les faire tourner en local, bah là, vous avez un impact bien réduit de manière écologique, quoi. C'est oui, Olivier qui nous signalait aussi qu'il y avait un projet d'Effinum qui s'intéresse à la question. Donc, ça serait bien effectivement de pouvoir le suivre pour en voir un peu les conclusions et qui s'appelle Démo. Il a mis le lien dans le chat. Question de Jean. Est-il toujours possible de suivre les évolutions techniques et des pratiques de l'IA ou cela va déjà trop vite? Bah oui, parce que maintenant, il y a tout Cagna. Donc c'est bon, Jean, Merci, tu vas Marc. pouvoir suivre. Ça va vite. Tu vas sur le projet de Catherine et tu suis. Catherine, elle met tout à jour. Ouais, Mais c'est pas que plus que... Catherine, avec vous tous. Ouais, exactement. Et puis bah tous les headtech, hein, je suis en train de voir avec justement les headtech qui viennent me donner leurs nouveaux outils sur le marché pour les intégrer dedans. C'est en cours. Voilà. Et puis bah vous, bien sûr. C'est collectif, hein, ce jeu-là, hein. On ne pourra jamais tout suivre individuellement. Et c'est pour ça qu'il y a tout Cagna, parce qu'on ne peut pas suivre ça va beaucoup trop vite depuis déjà trop longtemps, hein, Raphaël. Je pense ça fait 3 ans que ça va trop vite. Enfin, 2 ans, Euh, 1 an et demi, 2 ans. Trop vite. alors, je ne veux pas vous inquiéter, mais si. Il y a un nouveau modèle qui est sorti là, mi-février, de OpenAI, Codex 5.3, qui est le premier modèle qui s'est auto-utilisé pour s'auto-créer. Alors, pas entièrement, mais on en arrive à un point où c'était déjà rapide, mais là, ça va devenir exponentiel. Parce que pendant plusieurs années, les IA, en fait, enfin, les labos d'IA comme OpenAI et autres, ont travaillé sur comment aider les IA à mieux coder. Et donc, ça nous a donné plein d'outils pour les développeurs comme moi ou autres pour mieux coder plus vite, etc. Mais en fait, leur objectif, c'était de faire en sorte que les IA puissent se coder elles-mêmes.
Et là, on commence à rentrer dans cette phase-là. C'est le premier modèle qui a fait ça. C'était pas de manière 100%, il y a quand même eu des humains qui sont intervenus, mais d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va voir le premier modèle qui se crée lui-même tout seul de A à Z arriver. Et à partir de là, ça va être vraiment exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont intéressés au code et maintenant, ils vont pouvoir s'intéresser à tous les métiers et faire des modèles spécialisés pour chaque métier et tout. Et ça va être une déferlante, quoi. Donc, je me rappelle quand, il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand j'avais fait la conférence à Inoa à- au Clos Lucé à Amboise, j'avais déjà parlé de ça et j'avais parlé des robots aussi. Alors, je passais un peu pour un fou à l'époque, hein, bien évidemment, mais j'accepte. Et je disais, d'ici 5 à 7 ans, voilà, il y a des choses qui vont venir vraiment chambouler le paysage. Et là, on voit que ça va arriver d'ici 2 3 ans, donc on est dans les clous, quoi. Je sais pas si vous avez vu au niveau de la robotique humanoïde aussi. Là, pour le Nouvel An chinois, en Chine, il y a des robots qui ont fait du kung-fu. Euh, Boston Dynamics a publié une nouvelle vidéo de danse de ces robots. Quand j'avais montré lors des rencontres à Inoa il y a 3 ans, c'était des danses un petit peu robotiques. Et là, aujourd'hui, le robot, il a le groove, quoi. Il a le groove, quoi. Il sait bien bouger, et il bouge bien dans l'espace, etc. Et donc en France, le seul truc qui nous retient de déployer la robotique humanoïde, c'est le cadre légal. Mais là, on a Apple qui se concentre sur la vision par ordinateur. Il y a les robots qui arrivent, l'IA qui devient elle-même auto-génératrice. Là, il va y avoir une explosion dans les 2 ans à venir, parce qu'on commence enfin à rentrer dans des cas d'usage concrets pour voir si ça, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Donc, soit c'est une bulle qui explose tout de suite, soit ça va vraiment être un changement qui va être assez impressionnant, quoi. Et moi, j'avais une petite question pour vous quand même par rapport à votre distance et l'expérience que vous avez d'accompagnement d'organismes de formation, d'acteurs de la formation sur leur transformation à l'IA. Quels sont pour vous un des freins, vraiment le frein majeur que vous rencontrez dans vos problématiques clients? Ouais, c'est C'est les que, personnes. ouais. Vas-y, Catherine. Moi, je dirais le frein majeur, c'est la peur. La peur des personnes, c'est l'humain, quoi. C'est la résistance, c'est la peur. Et ça va être, alors pas toutes les équipes, loin de là, hein, mais il y a un peu comme Internet, en fait. Moi, je trouve qu'on revit après la bulle d'Internet, hein, finalement. Et il y a une résistance des gens à y aller, ou se dire, mais est-ce que ça va nous remplacer ou pas? Ça reste quand même la question numéro une. Et pour avoir discuté avec une entreprise qui justement me dit, ah bah, juste, on va pas remplacer l'humain par l'IA. La semaine, 15 jours après, il y avait un article dans la presse avec, je ne sais pas combien, beaucoup de gens qui étaient sur le carreau rattachés du fait de l'IA, même si c'est pas ça. Souvent, c'est une excuse, hein, aussi, hein, de mettre ça sur l'IA en disant, bah, il y a l'IA, il n'y a plus besoin. La résistance, pour moi, elle est plutôt là. Et après, la deuxième, c'est comment je fais pour y aller, en fait. Il y a une espèce, en discutant comme ça avec les gens, je me dis, mais par quoi je commence? En fait, c'est le truc. Ok, bon, on va acheter du Copilot, on va acheter du ChatGPT. Souvent, ça commence par l'outil, puis on se rend compte que ça marche pas. Donc ça, aux rencontres, tout le monde est venu nous dire, bah oui, on a essayé ça, puis ça marche pas du tout. Et la direction, souvent, moi, quand j'en discute avec les directions, ils me disent, mais par où on commence, en fait? C'est tellement énorme qu'on ne sait pas par quel bout commencer l'intégration de l'IA dans les entreprises. Pour moi, c'est vraiment ces deux points-là. Mais à toi, Raphaël, parce qu'on n'est pas sur les mêmes types de structures. Moi, je suis plutôt petite structure, toi, tu es plutôt plus Ouais, grosse. après, d'un point de vue plus global, en fait, bah, pour aller dans ton sens, Catherine, hein, ce qu'on voit, c'est que au niveau des recrutements, là, les juniors, ils ont de plus en plus de mal à trouver du travail quand ils sortent d'études. Oui. Là, enfin, je sais pas si vous voyez passer ça sur Facebook, TikTok ou autre, il y a pas mal de gens qui racontent leurs galères, et puis j'en vois autour de moi des jeunes qui sortent de master, qui ont un master en aspect légal de l'IA et qui trouvent même pas de travail, quoi. Donc, et ce qu'on disait avec Catherine aussi récemment, c'est qu'il y a aussi un aspect comportemental avec les nouvelles générations, qui est que c'est quand même plus simple de gérer une IA qui est plus rapide, qui fait mieux le travail, et donc ça devient, là, il y a un vrai risque là-dessus. Pour répondre à ta question, Aurélia, ce qui pose problème, c'est aussi souvent que moi, les clients, quand ils m'envoient des cahiers des charges auxquels répondre pour les accompagner, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Récemment, Oui. j'ai reçu un cahier des charges, je ne dirai pas de qui, où en fait, ils disaient bah nous, on veut déployer des agents IA. Et en fait, je leur demandais mais en fait, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fait, ils disaient bah, on veut déployer des agents IA, quoi. Et en fait, c'est un peu la mode, on veut déployer ça, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment ce que ça va avoir comme impact. Et en fait, j'ai répondu à côté du cahier des charges en leur disant bah écoutez, pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas suffisamment mature sur ce sujet parce que je les avais déjà accompagnés sur autre chose. Voilà le baby step que je vous propose pour vous accompagner et vous faire déjà une certaine maturité
digitale. Et c'est ce qu'on disait, hein, on a passé 15 ans à faire de la transformation digitale des organisations de formation, et certaines sont toujours pas passées à la marche. Donc c'est difficile de vouloir courir quand on sait pas marcher, quoi. Et l'IA, il y a quand même un petit peu une next step dessus, quoi. Donc ça, c'est un problème peut-être de représentation de où en sont les organisations en termes de maturité pour elles-mêmes. Et deux, bah, ça va être traité très concret, c'est est-ce que les logiciels qu'on utilise, ils sont ouverts à intégrer des données et à transférer leurs données? Voilà. Et si on n'a pas de données, c'est pas très intéressant. Encore une fois, si c'est juste déployer des licences ChatGPT à tous nos formateurs, c'est possible, mais ça va pas être très intéressant, quoi. Donc ça, c'est une des limites, c'est ce que dit Jean Renard, là, c'est effectivement la disponibilité des données, voilà. Et juste pour répondre à la question du dessus, souveraineté cognitive, j'adore, parce que justement, quand je suis en train de designer la formation sur garder son autonomie cognitive face à l'IA, je me suis posé si j'allais pas le marketer comme ça, de garder sa souveraineté cognitive, mais c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. Euh, et donc, bah, c'est un sujet et C'est qui est pas simple, compliqué. parce que ça fait 2 millions d'années que notre cerveau il est optimisé pour aller au plus simple, pour faire de l'économie d'énergie, etc. Donc, dès qu'on lui propose une solution de facilité, il a tendance à y aller. Et en tant que professionnel, on voit qu'on peut se laisser très facilement glisser pour utiliser l'IA de plus en plus dans notre vie de tous les jours. Et donc là, je suis en train de travailler sur mettre en place des gestes cognitifs, des heuristiques métacognitives, si on veut aller jusque-là, pour justement éviter de se laisser glisser. Donc je suis en train de préparer ça et Nabil, on s'en reparle. On refera C'est un pas webinaire fini, on va dessus dans dire, ce hein. cas. C'est pas fini. C'est que le début. C'est que le début, ouais. Écoutez, je pense qu'on a bien avancé sur notre sujet. Merci beaucoup, Catherine, Raphaël et puis Thérèse, pour ce webinaire qui était limpide. Donc, les prochains rendez-vous qu'on vous donne, gardez-les en tête avant de partir déjeuner. Donc, on vous a dit le 12 mars, le café pour avoir un peu plus de détails sur l'étude de cas avec l'AFTRAL, hein, organisme de formation des Ouais. transports. Ça va être très intéressant d'en discuter. Et puis, c'est un format un petit peu différent parce qu'on est sur un format 45 minutes et très discussion. Donc, c'est vraiment un temps d'échange avec la communauté. Et puis, le prochain webinaire, on va encore vous reparler d'IA, mais à un moment, je vous promets, on passera d'autres thématiques, mais c'est le 19 mars et c'est l'IA au service des LMS. Donc, de voir comment les LMS s'approprient l'IA dans les fonctionnalités des services qu'ils offrent, avec 3 adhérents d'ENOA qui présenteront ce qu'ils font au sein des LMS. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite de passer une très bonne pause déjeuner. Et puis, on vous enverra toutes les informations avec le diaporama, le replay très, très, très vite. Au revoir. Au revoir, Bientôt. merci.